Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour cette interview exclusive. Il a été désigné meilleur chercheur afro-caribéen de toute l'Europe en septembre dernier au cours de la présentation du livre de référence Le Gotha Noir d'Europe, dans lequel il figure comme l'une des 400 personnalités afro-caribéennes d'Europe au parcours académique et professionnel exemplaire. Jean-Jacques Konadjé a officiellement reçu son prix le 3 décembre dernier. Pour parler de cette distinction, nous avons l'honneur de recevoir l'heureux élu. Monsieur Konadjé, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur. Lorsqu'on regarde votre CV, il est, on peut le dire, impressionnant, avec en prime plusieurs cordes à votre arc. Alors, est-ce que vous pouvez vous-même vous présenter à nos internautes? Oh, je suis le docteur Jean-Jacques Konadjé. Je dirais que je suis tout simplement enseignant-chercheur de formation et puis je suis expert international sur les questions de défense, de sécurité et de géopolitique. Et je fais aussi de la stratégie. Je pense que c'est sous cette casquette-là que j'aimerais vous parler. Vous avez donc été désigné meilleur chercheur afro-caribéen à Paris. Peut-on en savoir un peu plus sur ce prix? Oui, j'ai été désigné meilleur chercheur afro-caribéen de toute l'Europe. Et ce prix m'a été décerné par le Club Efficience. Il faut dire que le Club Efficience est un cercle de réflexion, un think tank de haut niveau qui fait la promotion de l'élite afro-caribéenne dans toute l'Europe. Donc, depuis près de 10 années, c'est un club qui est mis sur pied et qui, chaque année, essaie de décerner, j'allais dire, des prix dans différentes catégories. En ce qui me concerne, ça fait 3 fois que je suis référencé comme l'une des 300 personnalités afro-caribéennes de France au parcours académique et professionnel exemplaire. Et c'est à l'issue de toutes mes publications scientifiques sur les questions de défense, de sécurité, de géopolitique, de relations internationales et surtout la contribution de ces œuvres scientifiques dans le domaine de la science sociale, j'allais dire que le Club Efficience a décidé de me décerner ce prix au niveau de toute l'Europe. Et plusieurs critères ont milité en ma faveur. Si vous permettez, je pourrais vous en citer 3. Il s'agit d'abord de l'excellence. L'excellence, c'est-à-dire, c'est le parcours de l'homme, c'est-à-dire sa formation, sa scolarité, ses diplômes. Est-ce que ça inspire? Est-ce que ça sert de modèle? Ça, c'est le premier critère. Après, il y a ce qu'on appelle l'émergence. L'émergence, j'allais dire, c'est est-ce que je suis connu par mes pairs dans mon domaine? Et pour la petite précision, au niveau de la France, il y a à ce jour plus de 249 000 chercheurs, toutes nationalités confondues et tout domaine confondu aussi. Mais parmi ces 249 000 chercheurs au niveau de la France, je suis quand même une référence. Donc ça, c'est l'émergence parce que je sors du lot. Et le troisième critère que je pourrais citer, c'est ce qu'on appelle l'incidence. Quel est l'impact de ce que je fais sur ma discipline? Maintenant, quel est l'impact de ce que je fais par rapport à l'âge que j'ai et à la contribution que je peux apporter en fait à la société. Donc voilà un peu ce que je pourrais vous dire sur ce prix. Mais le prix, c'est le prix d'excellence Gotha Noir de la recherche scientifique et c'est la première fois que ce prix-là, il est décerné, j'allais dire, à un Ivoirien. Alors, qu'est-ce que ce prix représente pour vous et quel est l'apport de ce prix dans votre carrière aujourd'hui? Oh, je dirais que c'est d'abord un sentiment de fierté personnelle parce que ça fait 10 années que je suis dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'enseignement. Donc, 2006-2016, ça fait 10 ans de carrière. Et donc, c'est le couronnement d'une carrière, d'une décennie de recherche dans un certain nombre de domaines. Donc, vu sous cet angle, c'est tout à fait naturel que ce soit un sentiment de fierté. Mais au-delà de cela, je suis heureux et honoré de représenter la Côte d'Ivoire au plus haut niveau, de hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire, j'allais dire, au niveau européen. Et je voudrais profiter de ce prix-là pour dire de votre plateau, pour dire que c'est un prix que je voudrais dédier d'abord au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et en plus à toute la jeunesse ivoirienne. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'apport de ce prix dans ma carrière, je pourrais dire que c'est une reconnaissance internationale. C'est le mérite
Et ça montre que je suis désormais un repère, quelqu'un qui doit toujours chercher l'excellence et chercher à aller de l'avant. En Côte d'Ivoire, on entend souvent cette boutade, les chercheurs qui cherchent, on en trouve, et les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Vous, aujourd'hui, en tant que chercheur, est-ce qu'on peut savoir sur quoi portent généralement vos recherches? Oui, avant de répondre à cette question, je dirais que en général, on attribue cette boutade là au général de Gaulle qui l'aurait dit dans un contexte très particulier. Et comme je le dis, il y a Gaston Bachelard qui aurait dit que celui qui trouve sans chercher, c'est celui qui a longtemps cherché sans trouver. Voilà, donc pour vous dire que la recherche, c'est un travail de très longue haleine. Et dans mon domaine, c'est l'apport que j'ai pu donner, ou bien l'expérience que j'ai pu apporter dans le domaine de la science sociale. J'ai pu créer, par exemple, des concepts comme les guerres locales. Les guerres locales, ce sont des guerres qui naissent de façon locale, mais qui ont des ramifications régionales en touchant les pays voisins. Par exemple, la crise au Libéria a été considérée comme une guerre locale parce que de la crise du Libéria est née la guerre en Sierra Leone, qui est considérée comme une guerre fille de la guerre du Libéria. Après, on a eu la guerre en Guinée, qui était considérée comme la guerre de procuration du Libéria. Donc, j'ai pu créer en quelque sorte ce genre de concept. Au-delà de cela, j'ai travaillé beaucoup sur des questions de terrorisme, où je parle de djihadisme 4G, je parle aussi du marketing djihadiste. Mais ce qu'il faut retenir dans ce que j'ai pu faire, c'est d'avoir donné une dimension réaliste aux problématiques des sciences sociales contemporaines. Mesdames, Messieurs, amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie de Jean-Jacques Konadjé, qui a été désigné meilleur chercheur afro-caribéen de toute l'Europe en septembre dernier. Il a reçu son prix, on le disait tantôt, le 3 décembre. Alors, Monsieur Konadjé, en 2014, vous avez publié un livre sur la crise ivoirienne. Quelle est la particularité de cet ouvrage? Justement, tout à l'heure, vous parliez du chercheur qui trouve. Ça a été une grande découverte et une innovation. Je pense que plus dans mon domaine, on parle plus d'innovation que de découverte, parce que j'ai apporté quelque chose de nouveau. Il faut dire que le livre que j'ai écrit en 2014 s'intitule « L'ONU et le conflit ivoirien, les enjeux géopolitiques de l'intervention ». C'est la première fois qu'un livre francophone sort à l'échelle mondiale et qui parle sans tabou, qui parle sans complexe d'une opération des Nations Unies. Donc la particularité de ce livre, c'est d'abord d'avoir situé les différents acteurs qui ont été impliqués dans la crise ivoirienne, aussi bien au niveau local qu'extérieur. La deuxième particularité, c'est d'avoir mis en exergue les mécanismes qui contribuent ou bien qui concourent à faire émerger une opération de maintien de la paix des Nations Unies. Il y a un certain nombre de mécanismes. Les Nations Unies interviennent sous le couvert du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, mais pour que on puisse activer ce chapitre 7, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Et quand l'ONU va intervenir dans un conflit, il faut aussi qu'il y ait le consentement de l'État hôte, il faudrait qu'il y ait une certaine, j'allais dire, impartialité, il faudrait que le recours à la force soit proportionné et soit fonction d'un certain nombre de contextes et tout. Donc, j'ai pu mettre cela en exergue. Mais la grande innovation que j'ai pu apporter à travers cet ouvrage, c'est d'avoir mis en exergue les enjeux géopolitiques d'une intervention onusienne. C'est-à-dire, il est vrai que l'ONU intervient sous le couvert du chapitre 7 généralement, parce qu'elle intervient en cas de menace contre la paix et la sécurité internationale. Mais j'ai pu montrer dans cet ouvrage qu'au-delà de cette intervention, toute intervention des Nations Unies était motivée par un faisceau d'enjeux. Un faisceau d'enjeux qui peuvent être déclinés à 3 niveaux: les enjeux d'ordre géopolitique local, les enjeux d'ordre géopolitique régional et puis les enjeux d'ordre géopolitique international. Donc ça, c'est, j'allais dire, la grande innovation que j'ai pu apporter à travers cet ouvrage-là. En mars dernier, notre pays a connu sa première attaque terroriste. Aujourd'hui, que vous inspire cette attaque? Est-ce que vous pensez que notre pays a tiré les leçons de cette attaque djihadiste? Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire revient de très loin.
Parce que quand on parle de menace terroriste, c'est une menace qui est mondiale. Je vais dire que la mondialisation de l'économie n'est pas allée sans traîner un lot de menaces à l'échelle mondiale. Donc aujourd'hui, la question du terrorisme est une question qui concerne le monde entier. C'est une question qui concerne tous les continents. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le continent africain est le plus exposé par rapport à ces menaces parce que rien qu'en Afrique de l'Ouest, il existe aujourd'hui un certain nombre de groupes terroristes qui prolifèrent. L'Afrique de l'Ouest est devenue le terrain de jeu d'un certain nombre de groupes terroristes. Mais je pense que face à cette situation alarmante, les différents États ouest-africains ont pris l'ampleur de la menace. Et je voudrais en toute humilité rendre un hommage mérité à tous les services de renseignement des pays ouest-africains, plus particulièrement les services de renseignement de la Côte d'Ivoire, qui de jour comme de nuit travaillent d'arrache-pied pour déjouer un certain nombre de complots. Et je voudrais aussi, témoigner toute ma reconnaissance à toutes nos forces de défense et de sécurité qui font un travail exceptionnel. Mais comme vous le savez, les groupes terroristes ont une longueur d'avance sur nos États, parce que déclarer la guerre contre le terrorisme, c'est déclarer la guerre contre un ennemi invisible, un ennemi qui est, mutant, un ennemi qui est protéiforme. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a saisi l'ampleur de la menace et des dispositions ont été prises, mais il faut aller toujours plus loin, il faut aller toujours en avance pour qu'on puisse mettre l'accent sur l'anticipation et la prévention. C'est à cette condition qu'on pourra, limiter plus ou moins les dégâts. En un mot, il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas baisser la garde et il faut redoubler de vigilance. Dans vos recherches, vous avez développé le concept de djihadisme 4G. J'y arrive. Alors, est-ce qu'on peut en savoir davantage sur ce concept ? Le djihadisme 4G, c'est un concept que j'ai développé en faisant référence à la technologie 4G. Parce que je me suis rendu compte que dans mes recherches, les technologies de l'information et de la communication occupent une place importante dans les attentats des dernières années. Donc, un djihadiste 4G, ou bien le djihadisme 4G, c'est en fait en référence à la vitesse à laquelle un individu, à travers Internet, à travers son ordinateur, muni d'une connexion Internet, parvient à s'auto-radicaliser, à entrer en contact avec des apprentis, avec des recruteurs djihadistes sur les réseaux sociaux et surtout à passer à l'acte. Donc le djihadisme 4G, c'est un concept que j'ai inventé pour attirer l'attention de l'opinion publique sur cette nouvelle forme de terrorisme qu'il va falloir regarder de près. Bien souvent, les gens peuvent dire qu'en Afrique, nous ne sommes pas trop impliqués dans les technologies de l'information et de la communication, donc le djihadisme 4G ne nous concerne pas. Je dis non, il faudrait vraiment faire attention parce qu'aujourd'hui, avec un téléphone portable, on peut se connecter sur un réseau, il y a des cybercafés un peu partout. Donc, face au djihadisme 4G, il faut forcément trouver des solutions 4G. À vous entendre, vous prônez la surveillance d'Internet. Il faut baliser l'usage d'Internet. Internet, on ne peut pas surveiller Internet. On ne peut pas surveiller Internet parce que Internet, c'est une toile mondiale, le réseau des réseaux. Mais ce qu'il faut faire, c'est de prendre des dispositions nécessaires pour que chaque fois que des individus préparent des projets d'attentat dans le virtuel, on puisse les stopper avant que ces projets d'attentat prennent forme dans le monde réel. Monsieur Konadje, c'est quoi vos prochains défis pour terminer ? C'est toujours continuer dans la recherche. Vous savez, chaque fois qu'on est honoré comme ça, c'est un coup de pression de plus parce qu'on a tous les yeux qui sont rivés sur nous. Donc désormais, c'est d'aller au-delà de ce que nous sommes, de faire en sorte qu'on puisse être considéré toujours comme un modèle et surtout de ne pas décevoir. En un mot, c'est toujours de tenir la dragée haute. Donc, c'est de persévérer dans la recherche, mon domaine de prédilection, et de voir si dans les prochains mois, dans les prochaines années, je peux publier encore des ouvrages qui vont servir de référence.
Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous l'Ivoirien Jean-Jacques Konadjé, désigné meilleur chercheur afro-caribéen de toute l'Europe. Il a reçu son prix, on l'a dit, le 3 décembre dernier. Avec lui, nous avons donc parlé de ce prix et également de ses travaux sur la recherche en matière de sécurité.